Libreville abrite la 44e Assemblée Générale de la FANAF. Cette année, les acteurs de l'assurance africaine placent leur espoir dans le numérique. Les 20, 21 et 22 février 2020, Abidjan abritera le premier forum mondial de l'Organisation mondiale du tourisme sur l'investissement touristique en Afrique. Des détails tout de suite dans notre édition. Et puis il y a eu conférence de presse ce lundi 17 février en prélude au séminaire international sur le retraitement des chaussées et recyclage des enrobés. Conférence prononcée par le docteur Amédée Kofi Kwaku. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Depuis ce lundi, Libreville, la capitale du Gabon, vit au rythme de la 44e Assemblée Générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance des droits nationales africaines. Les acteurs de l'assurance africaine placent désormais leur espoir dans le numérique, plus précisément dans la bonne gestion de l'exploitation de données pour augmenter le taux de pénétration de l'assurance en Afrique. Le reportage de Jean-Charles Siba et Lyon Gilbert, commenté par Daniel Kodjo. Les assises de l'Assemblée générale de la FANAF de Libreville sont une tribune de réflexion sur l'augmentation du taux de pénétration de l'assurance sur le continent. Un taux faible à 2% pour la zone CIMA et 3% pour l'Afrique. Les regards sont désormais tournés vers la bonne utilisation des données par les compagnies d'assurance. Aujourd'hui, les données sont le cœur essentiel de toute activité, qu'elle soit activité sociale ou activité économique. Et bien sûr, évidemment, que le monde de l'assurance a tout intérêt à tirer parti et tirer profit de la manière dont il souhaite récolter et exploiter ces données pour pouvoir être en capacité de mieux répondre aux besoins de ses consommateurs et de ses clients. Aujourd'hui, le monde de l'assurance doit se transformer pour pouvoir évoluer et que le monde de l'assurance ne pense pas qu'il ne sera pas ubérisé comme l'est de plus en plus l'ensemble des secteurs d'activité. Personne ne pensait qu'on allait transformer le monde du taxi. Uber a transformé le monde du taxi. Personne ne pensait pouvoir transformer le monde classique de la livraison. Deliveroo est venu transformer le monde de la livraison. Amazon est venu transformer le monde de la livraison. Personne ne pouvait imaginer il y a encore quelques années que le monde de l'hôtellerie pouvait être transformé. Airbnb est venu complètement bousculer tout ça. Donc le monde de l'assurance aussi va être transformé, à savoir, je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, mais peut-être que le monde des assureurs devrait se poser la question de savoir s'ils souhaitent une transformation, de la faire par eux-mêmes et ne pas se laisser en fait transformer. Le secteur d'innovation des assurances est déjà innovant dans le monde. On voit de plus en plus de nouveaux projets qui sortent. Effectivement, par contre, en Afrique, je pense qu'il y a une accélération qui doit se faire, bien qu'on voit, on commence à voir des startups émerger et donc des nouveaux projets et des nouvelles offres en fait, qui sont en train d'émerger, donc d'acteurs qui ne sont pas des assureurs, qui sont des jeunes qui ont des projets ou des anciens assureurs qui ont senti un nouveau marché, qui peuvent appréhender aujourd'hui par une nouvelle approche. Ou bien un nouveau marché, comme par exemple tout ce qui est micro-assurance, tout ce qui est assurance indicielle, c'est-à-dire par exemple sur le prédictif par rapport à l'agriculture pour financer. Et donc on voit bien qu'il y a tout un nouveau champ. On avait un secteur qui fonctionnait principalement sur du réglementaire, c'est-à-dire je vais aller faire une police d'assurance pour ma voiture parce que je n'ai pas le choix. Je vais le faire parce que mon entreprise le fait. Donc ça, les assureurs savaient adresser. Et maintenant, on voit bien qu'en fait, comme ça s'est passé pour le monde des fintech, il y a en fait la majeure partie du marché qui compose 90% du marché. En fait, tous ceux qui ne sont pas assurés aujourd'hui, qui sont en zone rurale ou ailleurs, qui n'ont pas un système de commerce classique et en fait qui composent notre manière de fonctionner, qui pourrait être adressé comme on l'a fait avec le mobile banking ou avec d'autres initiatives de ce type. 4 jours durant, les acteurs de l'assurance comptent passer en revue toutes les problématiques de la donnée, les enjeux de son exploitation dans le secteur des assurances, son administration, sa régulation et son contrôle. Pour les assureurs africains, l'impression est forte aujourd'hui. La donnée leur permettra de mieux connaître leurs clients et de toucher une population plus large.
Dans le but de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 à travers la gestion des déchets, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont identifié à travers la méthanisation et le compostage comme facteurs de développement. À cet effet, un atelier a été organisé pour partager leur expérience acquise sur la question avec d'autres États membres de la CEDEAO pour justement atteindre leurs objectifs. Zeynab Dosso et Ismaël Doza. La Côte d'Ivoire et le Sénégal s'engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, soit une réduction de 28% avec 2% de contribution du secteur des déchets pour la Côte d'Ivoire et 13% avec une contribution de 50% pour le Sénégal. Ces deux pays associés à d'autres membres de la CEDEAO ont présenté leurs expériences à l'initiative du ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable. Donc la Côte d'Ivoire a initié un projet avec le Sénégal pour que tout ce qui est déchets puisse être transformé et permettre à notre pays de créer de l'emploi. Et c'est important, surtout dans le milieu agricole. Au Sénégal, on est aujourd'hui assez content d'avoir dépassé à plusieurs étapes. D'abord la stratégie nationale. Donc ce projet nous a permis de peaufiner davantage la stratégie nationale de gestion des déchets. Donc ça c'est un acquis probant en termes d'activités, de composantes et de mobilisation de financement d'une part. De l'autre, le Sénégal a élaboré une loi d'orientation qui va assainir le secteur. On a beaucoup échangé justement sur l'impact de la gestion des déchets sur l'environnement. Et là, on a eu l'intention de mieux entrer dans les détails et apprendre davantage des expériences réciproques de nos pays. La Côte d'Ivoire et le Sénégal identifient les déchets à travers le compostage et la méthanisation comme secteurs clés pour atteindre leurs contributions déterminées au niveau national. Cet atelier, inscrit dans le cadre du projet CND et financé par le gouvernement canadien à plus de 2 milliards de dollars, est piloté par l'ONU Environnement en vue d'assister les deux pays. Ce projet constitue une opportunité pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal d'accroître leurs ambitions de réduction de gaz à effet de serre et créer des milliers d'opportunités d'emploi, en particulier pour les populations vulnérables. On a fait déjà du bon travail dans la mesure où on a mis en œuvre, on a développé 2 stratégies qui sont vraiment spécifiques et les pays ont travaillé ensemble, donc en connivence. Un pays sur une stratégie sur le compost, l'autre sur le biogaz. L'atelier de partage d'expériences tenu sur 2 jours a enregistré la participation de 32 acteurs du développement. Il vise également à aider les pays de la CEDEAO à mettre en place un système de mesure de notification, de vérification pour le secteur des déchets au bénéfice de tous. On l'annonçait en titre, Abidjan abritera les 20, 21 et 22 février prochains le premier forum mondial de l'Organisation mondiale du tourisme sur l'investissement touristique en Afrique. L'annonce a été faite par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, lors d'une conférence de presse qu'il a animée le lundi 17 dernier à son cabinet. Le reportage de Pierre Tebeu, Marius Seri, commenté par Mondésir Nascimento. À l'entame de cette conférence, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, situe le cadre de cette rencontre dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit d'accueillir près de 800 délégués, des ministres et hauts responsables de structures connexes au tourisme, au voyage, aux loisirs et aux infrastructures hôtelières. L'obtention de l'organisation du premier forum mondial du tourisme par la Côte d'Ivoire à Abidjan est un gage de confiance renouvelé au tourisme ivoirien. Tous ces pays qui s'inscrivent, qui viennent, ce n'est pas autre chose. Ils viennent voir ce qui se passe dans ce pays dont on parle tant. Soyons fiers de notre pays, soyons fiers des avancées que nous réalisons. Face aux journalistes, Siandou Fofana a présenté la stratégie nationale ivoirienne de développement du secteur qui, selon lui, est adoubée par l'écosystème mondial du tourisme. Le ministre a dit avoir reçu à travers la convention paraphée à Madrid l'aval du secrétaire général de l'OMT qui témoigne de l'intérêt et des enjeux pertinents de Sublime Côte d'Ivoire, une marque qu'il entend vendre aux délégations étrangères qui seront à Abidjan. Et comme on a la chance d'avoir tout ce monde dans notre pays, c'est tout naturellement qu'à la fin, il faut qu'on leur fasse découvrir ce que nous avons de plus merveilleux. Cette sublime Côte d'Ivoire dont on parle tant, alors visite touristique des lieux touristiques de notre pays,
naturellement qu'on les enverrait à Assini, mais on ne manquera pas de faire une promenade lagunaire et faire découvrir Bassam, qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, aller à l'île Boulé et à la baie des Milliardaires, le domaine Bini. Et voilà, ce sont des choses, on ne pourra pas tout faire en si peu de temps, mais il faut leur mettre plein la vue. Ce premier forum mondial de l'OMT des 20, 21 et 22 février sur l'investissement touristique en Afrique a été annoncé à la faveur de la 23e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme OMT de septembre 2019 qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg en Russie. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Dr Amédée Kofi Kweku, a prononcé ce lundi 17 février 2020 une conférence de presse en prélude au séminaire international qui a pour thème le retraitement des chaussées et recyclage des enrobés. Cette rencontre internationale se tiendra du 24 au 26 février prochain à la Maison de l'Entreprise à Abidjan. Une route a une durée de vie. Après une bonne période, il faut impérativement la renforcer. C'est pourquoi l'industrie routière développe des techniques dites de retraitement qui réutilisent les matériaux existants d'une chaussée afin de leur redonner une nouvelle vie. C'est pour cette raison que le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier organise un séminaire international du 24 au 26 février à Abidjan autour du thème « Le retraitement des chaussées et recyclage des enrobés ». C'est un séminaire qui est extrêmement important en Côte d'Ivoire. On a dit qu'il y a beaucoup, on a cité beaucoup de projets où on a fait du retraitement en place. Mais si on fait le retraitement, c'est parce qu'on veut apporter très peu de matériaux en fonction du trafic. Si le trafic est suffisant, c'est-à-dire si l'épaisseur de matériaux qui est en place permet donc de supporter le trafic qui va venir, on n'est pas obligé de faire des apports complémentaires. On retraite en place avec soit de l'émulsion ou du ciment et puis on vient tirer le tapis là-dessus. Selon Amédée Kofi Kweku, il est question de maîtriser les nouvelles techniques de retraitement puisque les matériaux utilisés ailleurs ne sont pas adaptés pour le continent. Il indique également que ce séminaire sera une plateforme de partage de connaissances avec l'ensemble des acteurs de la construction routière. Le rôle, le sens du séminaire, c'est de faire un échange d'expériences donc dans les pays d'Afrique, sur les pays où ils ont commencé le retraitement. Peut-être nous on a commencé il n'y a pas longtemps, mais peut-être que d'autres ont commencé il y a 5 ans, il y a 6 ans. Est-ce qu'on a des données? Confronter un peu toutes ces données-là pour voir quelles sont ces données qu'on peut utiliser pour permettre donc d'utiliser plus efficacement cette méthode. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a expliqué aux hommes de médias que cette méthode est avantageuse puisqu'elle permet de baisser les coûts de travaux, mais également de protéger l'environnement. L'idée donc du retraitement en place, c'est de permettre donc non seulement de faire des économies, parce que ce sont des matériaux qui sont en place qu'on retraite, de protéger l'environnement, parce que ça évite qu'on aille prendre beaucoup de matériaux ailleurs pour ramener sur la route. Donc ça nous permet donc de faire des protections, de protéger l'environnement et ça permet donc d'avoir des routes relativement moins chères. Le séminaire du 24 au 26 février vient donc à point nommé pour préparer les techniciens sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier à mieux affronter la problématique de retraitement des chaussées. C'est un reportage signé Pierre Tebeu et Marius Seri. Bonne nouvelle pour les enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier. Ils seront remboursés d'ici la fin de ce mois de février. C'est ce qui ressort en tout cas de la conférence de presse qui a eu lieu aux Deux Plateaux à Abidjan le lundi 17 février 2020, co-animée par la CESPECI, Comité des enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier et la société Sophia Immobilier. Le reportage de Betty Kweku et Ézéchiel Seri. De 3 janvier, on est aujourd'hui au 17 février. Moins de 2 mois, ce comité a pu vraiment résoudre le problème. Tout est bien qui finit bien. 500 millions de francs CFA seront remboursés aux enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier avant la fin du mois de février 2020. C'est le résultat des efforts du CESI, Comité des enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier. Après une campagne de sensibilisation, 380 enseignants souscripteurs
ont été prélevés mensuellement à la solde par le Trésor public au profit de Sophia Immobilier durant 3 ans. Les montants varient de 1 350 000 francs CFA à 1 800 000 francs CFA selon la superficie du terrain et du type de maison. Malheureusement, au terme des prélèvements en 2011, devant constituer l'apport initial, point de maison, encore moins de terrain nu comme stipulé dans le contrat. Nous ne voulons pas que dans le cadre du projet terrain nu qui a été mis en liquidation, qu'un seul client reste sans avoir perçu son dû. Donc il était important que le CINESI et nous, le comité de gestion et nous, on se retrouve pour clarifier cette situation afin qu'ils puissent disposer de leurs demi-milliards. Les enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier doivent le remboursement des 500 millions de francs CFA au comité des enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier, CESI en abrégé. En effet, les souscripteurs désabusés ont appelé à une assemblée générale le vendredi 3 janvier 2020 qui a donné naissance au CESI pour conduire des actions afin d'aboutir au remboursement des enseignants souscripteurs au projet immobilier. Chose faite, le comité appelle les enseignants souscripteurs à effectuer les démarches nécessaires pour entrer en possession de leurs dûs. Le message que nous avons à leur lancer, c'est de venir nombreux à l'Assemblée générale, de venir avec leur relevé d'identité bancaire, appelé RIB, et avec la photocopie de leur carte d'identité. Qu'ils soient nombreux, on ne se fait pas représenter. C'est une question d'argent. Il faut donc que le concerné lui-même y vienne et va écrire son RIB sur le bordereau et va signer de sorte que nous, à notre niveau, on ait un peu l'esprit tranquille. La société Sophia Immobilier, pilote du projet Aquaba City, la ville moderne, à travers le remboursement des enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier, veut faire renaître la confiance entre elle et ses clients. Le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, était récemment dans la région du Cavali. Il est allé s'imprégner du climat de paix après le conflit entre autochtones Oué, Baoulé et Burkinabé en 2017 dans le Gwandébé qui avait fait 11 morts et plusieurs déplacés. Il a également pris part à la réconciliation entre les villages du canton Bor dans le département de Blot-les-Quins. Des précisions avec Théodore Kanga. Le président du Sénat ivoirien, Jano Ahoussou Kouadio, a séjourné du 12 au 14 février dans la région du Cavali. L'hôte a, au cours de son séjour, entrepris une série d'activités. La réconciliation des populations du canton Bo, en conflit depuis 2007, suite à une affaire entre les villages de Diboké et Théou. Touambli, village de l'honorable Aimé Nyoncien, député de Blot-les-Quins, initiateur de cette réconciliation, a servi de cadre à cette grande rencontre historique. Que s'est-il passé pour en arriver à là? Un des problèmes clés, c'est un masque de Diboké qui venait à Touambli avec un bœuf et il s'est fait agresser par des jeunes de Théou. Et là, c'était en 2007 et les habitants de Diboké sont venus pour brûler, pour incendier la moitié du village de Théou. De là sont partis plusieurs problèmes et les gens ne se fréquentaient plus. Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, président du conseil régional du Cavali, a salué l'acte posé par le député Nyoncien avant d'inviter les fils, filles et cadres à suivre son exemple. C'est grâce à votre soutien que ce projet a pu aboutir et continuer de nous soutenir, continuer d'accompagner Aimé à parcourir notre région pour semer partout l'entente et la fraternité. Jano Ahoussou Kouadio, président de la Haute Chambre, a dès son arrivée dans le Cavali rencontré les différentes communautés vivant dans cette région. Tout comme à Touambli, le message n'a pas varié. Le président du Sénat a exhorté les populations à cultiver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Seul gage d'un développement harmonieux. Merci beaucoup pour la confiance retrouvée. Ce que nous venons de commencer là, nous devons continuer pour le consolider. La confiance retrouvée, amplifier cette confiance pour que ça contamine les autres régions de Côte d'Ivoire. Les différentes communautés très émues ont d'abord remercié le président du Sénat
pour ses actions de paix dans la région du Cavali. En novembre 2017, une crise dans la forêt classée du Gwendébé entre Baoulé, Ototon-Oué et Burkinabé a fait 11 morts et plusieurs déplacés. Grâce à la médiation de Anne Désiré Ouloto et Jano Aoussou Kouadio, la paix est revenue. Que ces dispositions, ces résolutions que nous venons de prendre soient vulgarisées et soient respectées. Monsieur le Président, il y a lieu de vous rappeler que le peuple Oué et le peuple Aka vivent en parfaite harmonie à Bruleken. Elle réitère tout son engagement pour la paix, la cohabitation pacifique, une cohésion meilleure dans un Cavali réel. Il faut noter que la réconciliation des villages du canton Bo s'est déroulée dans la pure tradition Oué avec les Kui et les Glaï. Ainsi, les recommandations ont été lues publiquement pour garantir la paix. Et pour finir, le royaume de Suède allouera $1 milliard pour l'électrification de la région de Dembos. Dans cette partie de la province de Bengo, 22 000 habitants auront accès à l'électricité grâce à ce financement. Cette initiative sera mise en œuvre sur 2 ans. Le projet consistera concrètement à la mise en place de 5 sous-stations électriques et à la construction de 304 km de lignes électriques de 30 à 60 kV. 4000 lampadaires publics seront également implantés dans la région et des raccordements seront faits au profit des domiciles des différents habitants. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous retrouvons très bientôt avec le même plaisir et surtout sur le même canal. Allez, au revoir.